voulais proposer. Donc bonjour toutes et tous et merci de vous joindre à nous pour notre deuxième webinaire en français du partenariat de recherche Immigration et résilience en milieu urbain. Aujourd'hui, nous avons trois présentations qui traitent de projets qui ont été menés dans le cadre du partenariat et qui portent plus spécifiquement sur la réinstallation des réfugiés et des demandeurs d'asile, ainsi que leur accès et leur satisfaction avec les services de soutien et la résilience du secteur. Nous allons commencer les présentations avec notre collègue Mireille Paquet, qui est professeure à l'Université de Concordia et qui va nous parler, je pense, des villes sanctuaires. Nous allons donc procéder de la manière suivante. Nous allons avoir les trois présentations. On vous prie de garder vos questions pour la fin ou vous pouvez les mettre dans le chat. Et à la fin des trois présentations, nous prendrons les questions et on espère avoir un temps d'échange et de conversation. Donc, Mireille, c'est à toi. Merci beaucoup, Louisa, et merci à tout le monde qui s'est connecté aujourd'hui pour nous entendre. Donc, je vais commencer ma présentation. Juste m'assurer que le partage d'écran fonctionne bien. C'est bon, on voit bien? D'accord. Et est-ce que, juste me confirmer, est-ce qu'on voit aussi les photos et les visages des gens ou on voit que mes diapos? Non, on voit moi, c'est sur le côté, je vois quelques personnes, oui. OK. Bon, ben, si jamais il y a un problème et on voit mal les diapos, juste me faire signe. Donc, aujourd'hui, je vais faire une présentation au nom de moi-même et de mes collègues. Leurs noms sont sous le mien sur la diapo. Donc, c'est un travail qui a été mené avec John Shield, Megan Joy, Edie Lattaque et Graham Hudson à l'Université Concordia, l'Université Ryerson et aussi pour ceux qui souhaitent à X Université. Et c'est un projet qui a été financé par le partenariat Immigration et résilience en milieu urbain. Et notre projet visait vraiment à comprendre comment les organismes d'aide aux immigrants vivaient, faisaient l'expérience et considéraient aussi les politiques municipales de sanctuaire ou encore d'accès sans peur. Donc, de quoi on parle quand on parle de politique municipale, sanctuaire ou d'accès sans peur? Bien sûr, il y a toute une littérature sur cette question-là, mais il y a eu peu de travaux au Canada parce qu'il y a des limites institutionnelles considérables à la mise en place de telles politiques dans le contexte canadien. On peut penser, entre autres, au manque de juridiction des villes dans le domaine de l'immigration, mais aussi pour ce qui est du contrôle de la police et du droit criminel. Donc, premièrement, au Canada, ce sont quand même des politiques, il faut le nommer, qui ciblent les immigrants sans statut ou vivant avec un statut précaire, mais qui aussi peuvent avoir des effets sur l'ensemble des immigrants. Au Canada, à l'heure actuelle, il y a 7 municipalités qui ont mis en place des politiques formelles sur ce thème-là. Toronto, Vancouver, Montréal, Hamilton, Edmonton, London et Ajax. Il y a aussi d'autres villes où ça a été chaudement discuté, ça continue de l'être, dont Ottawa. Mais notre analyse porte tout en particulier là, dans ce projet-là sur, en fait, elle porte sur tout le Canada, mais c'est beaucoup attardé à l'expérience des gens et des organismes dans ces villes-là. Et quand on regarde un peu en pratique, qu'est-ce que c'est des politiques sanctuaires canadiennes et donc pas des politiques municipales sanctuaires at large, mais vraiment la façon dont c'est mis en place au Canada, ce qu'on voit, c'est qu'on peut peut-être mieux les traduire comme étant des politiques d'accès local ou des politiques d'information. Donc, il y a vraiment 3 caractéristiques de ces politiques-là et ma collègue Megan et moi allons bientôt faire apparaître un article sur ce thème-là. Donc, ce sont des politiques qui visent l'information sur l'accès aux services sociaux et la révision des exigences en matière d'identification. Donc, pour tout ce qui est les services municipaux, les services offerts par la ville, les villes qui ont mis en place au Canada ces politiques-là ont vraiment visé à réviser les façons dont ils demandaient aux gens de s'identifier pour pouvoir avoir accès aux services, que ce soit des cartes de bibliothèque, l'accès au transport en commun et l'ensemble de tout ça.
On parle de, justement, modification aux procédures d'accès, mais aussi de formation de nos employés quant aux façons alternatives potentiellement de pouvoir s'identifier et aux besoins, dans le fond, ou à l'absence de besoin de demander de l'information sur le statut d'immigration. Et on voit aussi dans ces politiques-là beaucoup d'efforts qui visent à changer les pratiques, mais juste des invitations, dans le fond, qui visent à changer les pratiques de sociétés, de conseils municipaux et de services de police, parce que bien que les municipalités n'aient pas le contrôle sur ces entités-là, ben, elles essaient quand même d'avoir un effet. Donc, on est loin vraiment d'une politique qui viserait, par exemple, à la régularisation des personnes vivant sans statut ou avec un statut précaire, ou encore à l'absence complète de collaboration sur le terrain de la ville, sur le territoire de la ville avec les services de contrôle frontalier, par exemple, dans le cas de déportation ou de détention. Notre projet à nous, c'était de partir avec cette reconnaissance-là de ce qui étaient ces politiques-là au Canada. Et comme on ne pouvait pas nécessairement, d'un point de vue éthique, aller parler aux personnes sans statut pour savoir si ces politiques-là avaient eu un effet sur leur expérience, on s'est intéressé aux expériences des organismes au service de ces immigrants-là. Donc, en anglais, on les appelle souvent les Service Providing Organizations. Au Québec, on les appelle les organismes communautaires. Là, puis, c'est très large, on pourra en parler dans la période de questions. Donc, on s'intéressait à eux parce que c'est souvent eux qui ont le contact le plus direct avec ces populations-là. Mais on s'intéresse aussi à eux en tant qu'agents de mise en œuvre. Donc, en anglais, on dirait street level bureaucrats. Alors, des acteurs qui ont quand même une grosse capacité en matière de discrétion dans la prestation des services, une capacité d'adapter les services aux besoins sur le terrain. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'aller comprendre est-ce qu'ils connaissent ces politiques-là, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout ça, comme la meilleure et la façon peut-être la plus éthique de pouvoir un peu comprendre ce qui se passait sur le terrain. Donc, dans notre projet, au complet, on a posé 3 questions de recherche qu'on visait à explorer. Donc, on voulait savoir c'est quoi les expériences des organismes d'aide aux immigrants avec les immigrants qui vivent sans statut ou vivant avec un statut précaire. Cette question-là est très importante parce qu'on n'a toujours pas de données on a des données, mais on n'a toujours pas d'estimation officielle du nombre de personnes qui vivent sans statut dans les villes canadiennes. Et nos politiques sont très structurantes aussi sur la façon dont on donne de l'accès à ces services-là et dont on en parle aussi. Donc, on voulait bien sûr générer des données là-dessus. On voulait savoir dans les villes où il y a des politiques, on voulait savoir comment ces organismes évaluent l'impact des politiques municipales sur les populations visées. Puis on voulait aussi mieux comprendre c'est quoi les préférences de ces organismes-là face à ces politiques municipales, puis face potentiellement à l'extension de politiques de politiques sanctuaires au Canada. Je vais juste m'arrêter ici pour dire que dans quelques minutes, je vais vous montrer des graphiques et que malheureusement, je n'ai pas pu les traduire au complet. Donc, je suis vraiment désolée pour les petits mots en anglais qu'il y aura sur les diapos et je m'assurerai bien de les traduire. Donc, comment est-ce qu'on a... Bon, ça y est, là, je ne peux plus bouger. Ah, OK. Donc, il y a une diapo qui a sauté, le projet, OK. Donc, comment est-ce qu'on a réalisé nos objectifs? Alors, ce qu'on a fait, c'est une enquête nationale auprès des organismes d'aide aux immigrants entre 2018 et 2020 avec le soutien des MRC. On a conduit un sondage, dans le fond, auprès de ce qui nous apparaissait comme étant la population la plus complète d'organismes au service des immigrants qui étaient financés par le gouvernement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec une liste nationale et une liste québécoise des organismes d'aide aux immigrants qui reçoivent du financement gouvernemental. Donc, IRCC nous a fourni une liste qui était extrêmement large et le gouvernement du Québec aussi. Donc, on avait ce qu'on appelle souvent un cadre de référence pour pouvoir évaluer notre échantillon. Et on a distribué un sondage à l'ensemble de ces organismes-là par courriel et en ligne. C'est bien sûr un échantillon non probabiliste, donc il peut présenter plusieurs limites. On pourra y revenir si vous voulez. Et avec ce sondage-là, on a reçu quand même 300 réponses dans l'ensemble du pays, donc provenant de plusieurs villes au Canada et de toutes les provinces et territoires du pays, avec un taux de réponse quand même de 48,2% des organismes par rapport à notre à notre cadre de référence, ce qui est très haut en fait pour des sondages avec des experts ou avec des organismes. Donc, on est extrêmement satisfait. Toutefois, ce qu'on ne peut pas dire, c'est à quel point c'est représentatif de l'ensemble de la
la population des organismes de prestation de services. Et on s'attend aussi à ce que, y ait bien sûr un biais d'intérêt, un biais de sélection chez les organismes qui ont répondu, qui avaient particulièrement un intérêt pour cet objet-là. Donc, il faut prendre les résultats qu'on va vous présenter avec certaines limites. Donc, notre première question, c'était de savoir quelles sont les expériences des organismes avec les populations que sont les immigrants vivant sans statut ou avec un statut précaire. Donc, la première chose dans notre sondage, c'est qu'on a vraiment posé la question d'entrée de jeu aux organismes. Est-ce que vous posez des questions sur le statut d'immigration des personnes lorsque vous leur offrez des services et est-ce que c'est important d'entrée de jeu? On a quand même 76 des organismes dans notre échantillon qui s'informent sur le statut d'immigration d'entrée de jeu quand les personnes viennent chercher des services, c'est beaucoup. Et il n'y avait pas vraiment de différence entre les villes qui travaillaient dans des villes avec les organismes qui travaillaient dans des villes sanctuaires et qui ne travaillaient pas dans des villes sanctuaires. La majorité, la raison la plus importante pour ça, c'est à cause des règles de financement et des exigences en matière de rapport. Donc, les organismes nous ont vraiment dit explicitement, nous demandons le statut en premier lieu parce que nos funders, nos organismes subventionnaires nous demandent de le faire et on doit le faire. Et ce sont les règles d'accessibilité au programme que nous livrons qui nous demandent de le faire. Donc, ce n'était pas nécessairement par préférence. Mais il y a quand même plusieurs personnes qui nous ont dit que on demandait aussi le statut d'immigration, non pas pour évaluer l'accès aux services, la possibilité d'accès aux services ou pas, mais bien pour vraiment pouvoir évaluer les besoins en matière d'intervention pour une personne ou une famille, parce que bien sûr, être dans une situation de statut précaire, ça peut avoir des effets sur les services dont les personnes auront besoin. Mais la réalité quand même, c'est qu'en matière d'accès aux services, bien que les organismes sont clairs que ça représente une barrière, ils, dans la pratique, continuent à poser cette question-là. Les organismes qui nous ont répondu reçoivent des demandes d'immigrants pour des services de la part d'immigrants vivant sans statut ou avec un statut précaire. Et dépendamment là, des organismes, c'était entre de une demande jusqu'à 20 demandes par mois. On n'est pas en mesure, avec la façon dont la collecte de données a été faite, là, de pouvoir quantifier est-ce qu'il y a une variation dans la taille de l'organisme puis tout ça. Mais pour nous, ce qui était important, c'est que c'est quand même une constante. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive juste à Toronto et à Montréal. Ça arrive dans toutes les villes, ça arrive partout. Et les organismes nous disent qu'ils ne sont vraiment pas outillés de la même façon pour nécessairement répondre à ces demandes-là. Les services les plus demandés par les personnes qui vivent sans statut ou avec un statut précaire sont des recommandations en matière de services juridiques, deuxièmement, de l'assistance concernant le statut, de l'information sur les ressources et les références, des services de santé et finalement des services d'emploi. Excusez-moi. C'est compliqué, hein, le partage des écrans. Et c'est ça, seulement 21% des organismes qui ont participé nous ont dit avoir accès à du financement pour servir explicitement ces populations-là. Donc, ils ont vraiment un décalage entre ce qui est offert, ce qui est demandé en termes de services, puis ce qui est reçu. Et la majorité de ce financement provient d'organismes privés ou caritatifs et non pas des gouvernements, avec des exceptions, bien entendu. Donc, ici, j'ai quelques citations d'organismes qui nous parlent un peu là, de leur expérience. Donc, quelles sont leurs expériences avec ces populations. Donc, on nous dit, nous évaluons leurs besoins et tout ça, mais dans la dernière ligne de la première citation, cependant, il s'agit d'un travail bénévole car nous ne sommes pas rémunérés pour ça. Nous continuons à offrir des services selon les besoins, même si nous n'avons pas de financement et nous n'offrons pas formellement de services à ce groupe, mais nous aidons si nous le pouvons. Puis c'était vraiment ça qu'on recevait beaucoup comme commentaire par rapport à ça. L'idée que même si on n'a pas les ressources pour le faire, on continue à servir et où on oriente les gens vers d'autres services. La deuxième question qu'on me posait, c'était comment ces organismes évaluent l'impact des politiques dans leur ville si elles vivaient dans ces villes-là. Et ici, je vais malheureusement avoir des diapos avec un peu de texte en anglais. Donc, la première chose qu'on a demandé aux gens, c'est de nous parler un peu est-ce qu'ils considéraient que même s'ils vivaient dans une ville sanctuaire, les immigrants qu'ils servaient rapportaient des demandes en matière
de statut d'immigration ou de clarification du statut par plusieurs services municipaux. Et on a posé la question pour ce qui est des services d'urgence, du genre ambulancier, pompiers, la police, les services de transport en commun et tout ça. Et on peut voir qu'il y a vraiment une variation considérable avec des services, je peux penser au transit et tout ça, où on demande presque jamais de l'information. La police, où on continue foncièrement à le faire. Et même chose, par exemple, pour les officiers réglementaires, là, pour ce qui est du logement et d'autres choses, par exemple. Donc, je pense que ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a vraiment des tendances variables au sein des différents services municipaux. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a vraiment, il semble y avoir une différence, et ça, je n'ai pas cette diapo ici, mais une certaine différence entre, il y a une différence notable, excusez-moi, entre les villes où, parce qu'on a posé la question aussi aux organismes qui travaillent dans des villes où il n'y a pas de politique sanctuaire. Et ce qui nous semblait intéressant, c'est qu'il y a plusieurs répondants, il y a plusieurs services, par exemple la police et les services d'urgence, où les répondants rapportaient qu'on demandait plus, on avait plus de requêtes par rapport au statut dans les villes sanctuaires que dans les villes non sanctuaires. Puis ça, bien sûr, ça nous pose des questions par rapport potentiellement au biais, encore une fois. Est-ce que ça veut dire que les organismes sont potentiellement juste plus sensibles à ça et que la politique crée des attentes aussi? Donc ça serait quelque chose à explorer dans d'autres recherches. On a aussi posé la question aux organismes en leur demandant comment, à votre avis, ou selon ce que vous vivez, l'expérience de vos clients, là, des immigrants que vous servez, a changé depuis la mise en œuvre de la politique. Puis on s'est basé sur deux arguments normatifs souvent amenés par les gens qui écrivent sur les villes sanctuaires. Donc, le premier, c'est le sentiment de peur. Donc, l'idée que, en général, les villes sanctuaires permettraient, ou les politiques sanctuaires permettraient permettrait aux immigrants sans statut de se sentir moins apeurés, d'avoir moins de crainte par rapport à la déportation. Et ici, on peut voir qu'en général, les organismes qui travaillent dans les villes sanctuaires nous ont rapporté qu'il n'y a pas particulièrement eu de changement dans l'expérience de leurs clients pour ce qui est de leur sentiment de peur. Par contre, on a aussi posé la question d'une autre façon, en plutôt posant la question par rapport au sentiment de se sentir en sécurité dans la ville. Donc, pas tant la peur de la déportation et du contrôle frontalier, mais plus un sentiment de sécurité qui serait basé sur l'appartenance à la ville. Puis là, on peut voir, là, je suis désolée si vous ne voyez pas la dernière barre, mais on peut voir généralement que c'est plus positif. Notre échelle est très large, mais généralement, les organismes proposent qu'il y a eu quand même un aspect positif, un élément positif pour leurs clients. Bien entendu, c'est des mesures qui sont très limitées, mais ça démontre vraiment l'intérêt au Canada de commencer à évaluer les résultats associés à ces politiques-là, ce qu'on n'a vraiment pas fait à l'heure actuelle. On s'est seulement intéressé à les décrire, dans mes travaux y compris. Là, je pense qu'on est peut-être rendu à penser à des mesures là, pour vraiment voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui a un effet, qu'est-ce qui n'a pas d'effet. Et finalement, on a demandé aux organismes de nous parler des préférences face à ces politiques-là. Qu'est-ce qu'ils voudraient voir dans l'avenir? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir comme intervention municipale? Et ce qu'on a reçu de notre sondage, c'est un soutien général à des politiques officielles qui promettent que le statut ne sera pas demandé pour la prestation des services. Mais on a aussi vu un soutien général pour l'augmentation de la mobilisation des élus et des institutions municipales pour soutenir les populations sans statut. Dans d'autres pays, y compris aux États-Unis, souvent, les politiques sanctuaires sont accompagnées de travail politique de la part des maires et des acteurs locaux pour le changement des politiques nationales qui créent de la précarité, de l'insécurité, la perte de statut. Au Canada, on a très peu vu ça encore et les organismes semblent avoir un appétit pour ça. Voilà, encore une fois. On voit aussi un fort désir des organismes de voir les gouvernements municipaux devenir plus actifs en matière de logement et d'accès à la santé pour ces populations. Et ça nous intéresse d'autant plus que ce n'est pas nécessairement des domaines de compétences et des domaines dans lesquels les municipalités, surtout dans le cas de la santé, là, ont les capacités pour devenir plus actifs, mais il y avait vraiment un désir parce que je pense que ce sont deux secteurs où il y a vraiment des besoins pour ces populations-là. En même temps,
il y a de l'ambivalence. Et là, ici, j'ai mis trois citations de gens qui nous ont écrit dans le sondage. Il y en a qui nous ont dit vraiment qu'elles sont très représentatives, ces citations-là. Donc, il y a un répondant qui nous ont dit non, là, les municipalités, là, avec la question genre de la perte de statut, là, puis de la précarité, là, genre, non, on ne fait pas confiance à la municipalité, ça ne nous intéresse pas, puis genre, keep the municipalities out of things. Il y en a qui étaient plus axés justement sur les limites de compétences et de juridiction des municipalités en disant les choses que les gens ont vraiment besoin, qui sont vraiment importantes pour ces immigrants-là, ben, genre, la municipalité n'a pas de pouvoir là-dessus, fait que ça ne sert à rien. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont dit que c'est finalement, ils sentaient presque la mobilisation des villes autour de cette question-là, c'était une façon d'aller chercher un peu ce qui était le rôle des organismes ou des agences ici dans cette citation-là, en disant, à notre avis, il y a seulement les organismes qui peuvent vraiment défendre le droit de ces populations-là et c'est les organismes qui devraient le faire. Puis cette citation-là, je l'ai coupée, mais entre autres, c'est vraiment parce que selon ce répondant-là, ben, tu sais, les villes sont intéressées pour ça maintenant, mais c'est un effet de mode, puis on ne peut pas vraiment leur faire confiance pour réellement soutenir ces populations-là. Donc, pour conclure, mais dans le fond, ce qu'on voit pour nous dans cette étude-là, pan-canadienne, c'est que les organismes d'aide aux immigrants sont ambivalents à l'égard de ces politiques-là. D'un côté, ça vient répondre à un trou important au Canada, un besoin important au Canada, mais en même temps, ils sont très réalistes quant à l'impact limité et aux capacités limitées de ces gouvernements-là de pouvoir faire quelque chose. Je pense que la leçon aussi, c'est vraiment d'être clair, c'est que oui, on a des politiques d'accès local, on a des politiques sanctuaires, mais ça ne règle pas le nœud gordien qui est la question du financement des services pour les personnes sans statut ou pour les personnes qui ne sont pas éligibles. Et c'est peut-être là où les municipalités, même si je sais que les municipalités ont zéro argent, là, mais c'est peut-être là où les municipalités pourraient réellement avoir un effet sur cette précarité-là, c'est en ouvrant la porte à des lignes de financement qui